Je suis vraiment désolé de vous déranger. Mademoiselle Marple, commença-t-il. Mais j'avais besoin d'une petite conversation. Toute cette affaire me pèse terriblement. Bien sûr, dit-elle en le guidant vers le feu, où une petite théière l'attendait. Du lait et sans sucre, n'est-ce pas? Il hocha la tête avec gratitude et s'installa dans le fauteuil en face du sien. C'est si horrible, soupira-t-il. Je ne comprends pas comment on pourrait croire Alfie capable d'une chose pareille. Il travaille dans mon jardin depuis des années. Toujours fiable. Mais vous avez entendu les ragots, lança mademoiselle Marple. Le vicaire grimaça. Oui, oui, la pretendo dispute. À propos de la taille des haies, entre autres. Mais Oswald se dispute avec tout le monde. Je me disputais aussi avec lui à propos des archives de l'Église. Il était convaincu que nous dissimulions des documents intéressants pour ses écrits. La tasse de thé de mademoiselle Marple s'arrêta en plein vol. Das Documents? Oui. Il faisait des recherches et elle n'a jamais dit quoi exactement et a insisté sur le fait que de vieux documents étaient cachés au bureau paroissial. Des lettres, peut-être des journaux intimes. Rien de tel n'a jamais existé, à ma connaissance. A-t-il trouvé quelque chose? Je ne le crois pas. Je ne l'ai certainement jamais revu après cette conversation. Il est devenu assez brusque avec moi par la suite. Miss Marple hoche la tête. L'idée que Crampton ait recherché des documents écrits, ou peut-être des documents historiques sensibles, ne la surprenait pas. Elle avait souvent vu des lumières allumées tard aux fenêtres de Bexley Cottage. Écrire était un acte de persévérance, mais parfois aussi une invitation au danger. Surtout si le sujet était controversé. Plus tard dans la journée, une brume voilant encore le village de Gris, mademoiselle Marple a enfilé son imperméable et s'est dirigée vers Bexley Cottage. Le trajet était court, le chemin de pierre encore glissant par la pluie, les hortensias chargées de gouttes. Judith Crampton a ouvert la porte, pâle et épuisée, les yeux cernés par des nuits blanches. Mademoiselle Marple, a-t-elle dit avec un léger sourire. Entrez, s'il vous plaît. À l'intérieur, l'air était lourd d'une odeur de vieux papier et d'une infime trace de tabac à pipe. Le salon, bien que propre, portait les marques évidentes du désordre. Des tiroirs à moitié vidés, une couverture encore froissée sur le fauteuil et un bureau dont la surface était parfaitement nettoyée. « J'espère que vous ne m'en voudrez pas, » dit doucement Miss Marple. « J'ai pensé que vous auriez besoin de compagnie, ou du moins d'une oreille attentive. » Judith détourna le regard un instant, puis hocha la tête. « Merci. Ça a été difficile. Je n'arrive toujours pas à croire qu'il soit parti. Votre oncle écrivait quelque chose, n'est-ce pas? » demanda Miss Marple en jetant un coup d'œil au bureau vide. « J'imagine qu'il était très concentré ces dernières semaines. » Judith hésita. « Oui, une sorte de mémoire. Du moins, c'est ce qu'il disait. Je n'en ai jamais rien lu. Il gardait ses papiers sous clé. Et les a-t-on retrouvés? » Judith secoua lentement la tête. « Non, c'est ça qui est étrange. Le tiroir qu'il gardait toujours fermé à clé était vide lorsque la police a vérifié. Complètement vide. Mais je l'avais vu travailler quelques jours auparavant. Avait-il reçu des visiteurs pendant ce temps-là? Seulement M. Wickham, dit-elle après une pause. Gilles était venu pour des questions juridiques. Il n'est pas resté longtemps. Je n'étais pas dans la pièce. Miss Marple prend une note mentale. Judith essayait d'être utile, mais sa voix tremblait légèrement. Ses réponses étaient données trop vite, comme si elles avaient été répétées. Le chagrin pouvait faire cela, mais la peur aussi. De retour chez elle plus tard dans la soirée, Miss Marple réfléchit à la situation. Alfie Brown est un suspect facile. Il était discret, isolé socialement et présent sur les lieux. Mais tout indiquait un autre type de crime. Non pas un acte passionnel, ni une décision irréfléchie prise sous le coup de la colère, mais quelque chose de plus calme, de plus froid, et peut-être prémédité. Trop de questions restaient sans réponse. Qu'avait découvert M. Crampton dans les archives de l'Église, où croyait-il le trouver? Pourquoi ses papiers privés avaient-ils disparu? Pourquoi son dernier acte avait-il impliqué de l'encre, du papier déchiré et le secret? Et qui, parmi ceux qui le connaissaient,
avait quelque chose à perdre si ses écrits voyaient le jour. Miss Marple regarda la rue, où les lampadaires commençaient à briller faiblement dans le crépuscule qui s'épaississait. Une tempête se préparait, non pas dans le temps, mais dans le tissu de mensonges qui planait désormais sur Saint Mildred. Et quelque part, au milieu de tout cela, la vérité attendait, tachée d'encre et cachée. Mais pas pour longtemps, pensa-t-elle. Le lendemain matin se leva clair et net, avec une fine brume accrochée au et ce soleil trompeur qui promettait la chaleur sans en apporter beaucoup. Le village de Saint Mildred, cependant, s'animait d'une énergie renouvelée, comme si le meurtre était désormais devenu un fait divers, toujours choquant, certes, mais un sujet dont on pouvait discuter autour de petits pains chauds et de confitures de mûres sans le même tremblement dans la voix. À la boulangerie de High Street, deux vieux messieurs comparèrent le crime à une affaire dont ils avaient entendu parler dans les journaux londoniens, une affaire impliquant un encrier empoisonné et un journal disparu. Chez le primeur, Madame Dunin affirmait que le meurtrier serait sûrement retrouvé avant dimanche, croyez-moi, tout en lorgnant la commande hebdomadaire de Judith Crampton d'un air interrogateur. À l'orée du pré, des enfants jouaient avec enthousiasme le crime commis derrière la remise du presbytère, au grand désespoir de leur mère. Mais pour mademoiselle Marple, ce n'était pas un matin propice au commérage. Elle s'était levée tôt, habillée avec un soin particulier et avait pris son habituel toast à la marmelade avant de se diriger vers la bibliothèque du village. Son expression était douce, comme toujours, mais son esprit s'activait, chaque observation s'intégrant parfaitement à la cartographie grandissante du comportement humain qu'elle portait en elle. Il manquait encore des éléments. Les documents sur lesquels Oswald Crampton travaillait à ses prétendues mémoires ou révélations avaient disparu. Et plus révélateur que leur absence était le vide précis du tiroir où ils étaient rangés. Pas un seul morceau de papier. Pas une seule tache d'encre. Cette propriété était délibérée. Quelqu'un avait su exactement ce qu'il cherchait. À la bibliothèque, Miss Marple fut accueillie par Miss Phelps, la bibliothécaire locale, qui portait ses lunettes à une chaîne et avait un respect absolu du silence entre les étagères. Mais son visage s'illumina en voyant Miss Marple, qu'elle admirait profondément, même si elle ne l'avouera jamais à voix haute. « Miss Marple, murmura-t-elle, quelle surprise. Vous faites des recherches, n'est-ce pas? D'une certaine manière, répondit Miss Marple. Je me demandais si vous pouviez m'aider à retrouver quelque chose d'un peu désuet. Les bulletins paroissiaux datant d'il y a peut-être 15 ans? Le genre de ceux que le vicaire tapait lui-même et distribuait par l'intermédiaire de l'Institut des femmes. Miss Phelps fronça les sourcils. Ce devait être dans la salle des archives. Plus personne ne s'en préoccupe. Un travail poussiéreux. Un peu de poussière ne me dérange pas, dit Miss Marple aimablement. Et ainsi, une demi-heure plus tard, elle se retrouva dans une pièce étroite au fond du bâtiment, entourée de cartons défraîchis et de dossiers bruissants. L'air était chargé de vieux papiers, et les murs exhalaient une légère odeur de poussière de charbon et d'encaustique à la lavande. Miss Marple se déplaçait avec une précision silencieuse, examinant chaque bulletin, notant les noms, les événements, les réparations de l'église et les querelles locales que le temps avait presque englouties. Elle trouva ce qu'elle cherchait dans l'édition de février 1911. C'était un seul paragraphe, soigneusement tapé. C'est avec regret que nous constatons la fermeture temporaire de l'ancien placard des archives de la sacristie suite à un dégât des eaux. Les documents relatifs au Langley Trust, y compris la correspondance originale, ont été transférés dans le bureau du vicaire pour être conservés. Miss Marple fixe les mots un instant. Le Langley Trust. Elle s'en souvenait vaguement comme d'une fondation caritative, vieille d'un siècle, autrefois responsable de quelques bourses et améliorations d'églises. Des rumeurs suggèrent depuis longtemps que la mauvaise gestion et la perte de documents avaient enseveli sa valeur dans une ambiguïté juridique. Et voilà que M. Crampton s'y était mis à la recherche, convaincu que quelque chose dans ses archives pouvait encore être découvert. De retour dehors, le soleil plus fort et la brume se dissipant, Miss Marple se dirigea vers l'église. Après tout,
personne n'avait déverrouillé la porte de la sacristie, celle de l'église Sainte-Mildred, verrouillée en plein jour, et elle se glissa à l'intérieur avec une aisance éprouvée. Une odeur de cire à bois et de cire de bougie flottait dans l'air. Elle se souvenait vaguement de l'emplacement de l'ancienne armoire de la sacristie avant son déménagement. Mais surtout, elle remarqua un étroit renfoncement derrière le porte-manteau actuel, juste assez grand pour contenir autrefois un petit coffre ou une boîte. Les boiseries présentaient de légères rayures, comme si quelque chose de lourd en avait été retiré et n'y était jamais revenu. Elle s'agenouilla brièvement, examinant le sol. Aucun document n'y était visible, mais quelque chose d'autre attira son attention. Une petite tache d'encre, près de la plinthe. Miss Marple pencha la tête, les lèvres pincées, pensive. La tache était légère, mais intentionnelle. L'encre fraîche n'apparaissait pas souvent dans les églises de nos jours, et certainement pas dans des endroits cachés. Elle quitta l'église peu après et retourna chez elle pour réfléchir. À l'arrivée du courrier du soir, elle avait déjà dressé une liste précise des 3 personnes les plus susceptibles d'être au courant de l'intérêt de M. Crampton pour les documents du Langley Trust. Giles Wickham, l'avocat, qui avait accès aux registres fonciers et financiers locaux et avait effectué une brève visite non documentée à Crampton 3 jours avant le meurtre. Judith Crampton, qui, malgré son chagrin apparent, avait évité plusieurs questions clés et avait à la fois un mobile et une opportunité, aurait dû craindre que les révélations de son oncle n'affectent son avenir. Et le révérend Clément, dont l'accès aux archives de l'Église et l'inquiétude pour la réputation de la paroisse auraient pu inciter à une intervention discrète, voire pire. Mais cette troisième entrée, Savoie-T-elle, était beaucoup moins probable. Elle connaissait le vicaire depuis des décennies. Il était d'une honnêteté irréprochable, maladroit sous la pression et peu doué pour la tromperie. Pourtant, il faut considérer tous les angles. Alors qu'elle voyait sa liste, on frappa légèrement à la porte. C'était Judith. « J'espère ne pas vous déranger, » dit la jeune femme en serrant un paquet emballé dans ses bras. « J'ai trouvé ceci dans l'armoire à linge. Je pensais que c'était peut-être le vôtre. Un de ces vieux couvre-théières de la vente du Wisconsin. Oncle Oswald l'avait rapporté par erreur. » Miss Marple l'accepta avec un sourire, mais son regard se porte sur la forme de l'objet. Il était bien trop plat et anguleux pour un couvre-théière. Elle offrit du thé à Judith, qui déclina poliment. Judith était nerveuse, ses mots trop prudents, ses doigts s'agitant sur le bord de la manche de son manteau. Après son départ, Miss Marple déballa le paquet. À l'intérieur se trouvait non pas un couvre-théière, mais une chemise de parchemin fin, des pages manuscrites et une seule feuille marquée à l'encre tachetée et les initiales haussées dans un coin. Ce n'était pas le manuscrit en entier. Peut-être même pas la majeure partie. Mais c'était suffisant. Elle lut en silence, l'expression indéchiffrable. Lorsqu'elle eut terminé, elle remit les pages dans le dossier, le noua d'un nouveau ruban et le glissa dans un tiroir verrouillé de son bureau. Le mystère de la main tachée d'encre s'épaississait. La lettre déchirée, les papiers manquants, les discrètes traces noires sur la peau et le parquet, tout cela n'était qu'un murmure annonçant non pas un crime passionnel, mais une dissimulation. Un secret enfoui dans les replis de la vieille histoire de l'Église. Et quelqu'un, elle le croyait désormais avec une certitude croissante, était prêt à tuer pour le garder enfoui. Mais ils avaient oublié quelque chose. Ils avaient oublié Miss Marple. En milieu de semaine, l'atmosphère à Sainte-Mildred s'était installée dans un calme fragile. Celui qui précède souvent un orage ou une révélation. La mort d'Oswald Crampton, autrefois le sujet de conversation de tous les pas de porte et de tous les comptoirs de magasins, planait désormais comme une brume humide sur le village. On en parlait encore, certes, mais avec l'air prudent de ceux qui craignent d'être entendus par de mauvaises oreilles. Et sous chaque sourire poli et chaque hochement de tête discret, des secrets tremblaient. Miss Marple avait toujours su que le meurtre, dans les petits villages, n'était jamais simplement une question de sang ou de violence. Il s'agissait de ce que l'on cherchait à cacher. L'orgueil, la peur, le ressentiment, et parfois, des péchés oubliés depuis longtemps,
exhumée par ceux qui s'agitaient là où il ne fallait pas. Elle avait passé les 2 derniers jours à organiser méthodiquement ce qu'elle considérait désormais comme les 4 éléments essentiels de l'affaire. Le manuscrit disparu, les archives du Langley Trust, la main tachée d'encre et l'étrange paquet remis par Judith Crampton. Et par-dessus tout, se posait la question, toujours sans réponse, de savoir qui avait le plus à perdre si les écrits de M. Crampton étaient découverts. La première confrontation eut lieu tout naturellement, autour d'une tasse de thé fort et d'une assiette de sablé, dans le petit salon du bureau de Giles Wickham. Giles reçoit Miss Marple avec sa politesse habituelle. C'était un homme de précision, chaque plume alignée, chaque rideau tiré avec précision. Mais même les façades les plus méticuleuses peuvent craquer, avec le temps. « Je suis surpris que vous soyez venu me voir, Miss Marple, dit-il en ajustant ses boutons de manchette avec une aisance affective. À moins, bien sûr, que vous ne souhaitiez rédiger un testament. Pas tout de suite, merci, répondit-elle. Mais je crois à la préparation. J'ai toujours trouvé les avocats plutôt utiles pour clarifier les incertitudes. Giles esquissa un mensurer. Des incertitudes? Oui, dit-elle d'un ton léger. Comme lors de votre dernière visite à M. Crampton. C'est avant sa mort. Le sourire de Giles vacilla. Je ne suis pas sûr de comprendre. Oh, je crois que vous comprenez. Voyez-vous, Judith Crampton l'a mentionné en passant. Elle pensait que vous parliez d'une question juridique mineure, mais je me demande si c'était plus grave. Peut-être à propos du Langley Trust? Vous savez, c'est assez fascinant que les actes et la correspondance originaux aient été crus perdus. Mais je crois que M. Crampton les a peut-être redécouverts. Wickham se pencha en avant, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. Ce qu'Oswald Crampton croyait avoir trouvé n'était plus valable. Le trust était en sommeil depuis des décennies. Toute suggestion contraire est dangereuse. Pour l'Église, pour le village. C'est bien ce que vous lui avez dit? Demanda mademoiselle Marple d'une voix douce. Il détourna le regard. Il allait le publier, n'est-ce pas? Poursuivit-elle, d'une manière ou d'une autre. Et je crois qu'il possédait des preuves ou des documents qui auraient jeté le doute sur la redistribution de certaines terres locales. Des spéculations, rétorqua Giles, qui sembla aussitôt le regretter. Pardonnez-moi, mais cet homme était imprudent. Il n'avait aucun sens de la discrétion. Et la discrétion, dit doucement mademoiselle Marple, peut être une question de vie ou de mort. Lorsqu'elle quitta son bureau, elle le fit sans autre commentaire, mais son esprit bourdonnait. Giles Wickham n'avait pas avoué, bien sûr, mais il n'avait pas non plus nié l'existence de ces documents. Et surtout, il avait trahi la peur déguisée en indignation. Plus tard dans l'après-midi, elle rendit visite à Alfie Brown. Il habitait une modeste maison en briques à l'extrémité du village, où le jardin était mieux entretenu que l'intérieur. Alfie ouvrit la porte à contre-cœur, le visage méfiant. « Mademoiselle Marple. »« Bonjour, Alfie. J'espère ne pas vous déranger. » Il s'effrotta la nuque. « Pas du tout. Je n'ai pas eu beaucoup de visiteurs ces derniers temps. » Ils étaient assis dans l'étroite pièce de devant, qui sentait légèrement le tabac et l'huile de lin. Alfie servit le thé sans grande cérémonie, mais ses mains tremblaient légèrement. « J'imagine que vous en avez assez d'être la suspecte favorite du village, » dit mademoiselle Marple après une gorgée. Son regard croisa le sien, surpris. « Je n'ai rien fait, mademoiselle. Je le jure. J'étais dans la remise à outils, peut-être juste pour aller chercher le sécateur. J'ai entendu le cri comme tout le monde. Avez-vous vu quelqu'un près de la remise avant le cri? » Il hésite. « Non, mais j'ai bien vu Judith plus tôt. Pas près de la remise, cependant. Elle était au bord du chemin, comme si elle attendait quelqu'un. Quand je l'ai dépassée, elle s'est retournée brusquement et a pris la direction opposée. Tâtait-elle dit quelque chose? Il a secoué la tête. Crampton travaillait-il souvent au jardin? Pas vraiment. Il apportait parfois des papiers à lire, mais il n'aimait pas la terre. J'avais les mains douces. Miss Marple classait les détails. Judith, près du chemin. Attendez peut-être. Crampton, impossible à trouver près du hangar, à moins que quelqu'un ne l'Y ait attiré.
Plus tard dans la soirée, alors que le ciel s'assombrissait et que les lampes de son salon projetaient une lueur dorée, Miss Marple était assise, son tricot intact sur les genoux. Les fils de l'affaire commençaient à s'aligner. Elle soupçonnait désormais que le meurtre n'avait pas été un acte de violence soudaine, mais une orchestration minutieuse. Crampton avait été attiré dans le hangar, peut-être par quelqu'un en qui il avait confiance. Une fois sur place, il avait été frappé. L'absence de blessure défensive suggérait qu'il n'avait pas vu le coup venir. Peut-être lui avait-on montré des papiers, une lettre, ou même les pages manquantes. Puis, après sa mort, le tueur avait mis en scène la scène. Il avait placé l'encrier pour semer la confusion. Il avait retiré le reste du manuscrit. Peut-être même avait-il taché d'encre le corps pour éveiller les soupçons. Mais pourquoi tant de drame? À moins, bien sûr, que le tueur n'ait paniqué. Ou qu'il ait eu un don pour la théâtralité. Ou qu'il ait voulu agir ainsi comme un avertissement. Ses pensées furent interrompues par un léger coup frappé. C'était le révérend Clément. « Puis-je entrer » demanda-t-il, les yeux fatigués. Bien sûr. Il s'assit lourdement sur la chaise en face d'elle. « Mademoiselle Marple, je dois vous dire quelque chose. J'ai honte de ne pas l'avoir dit plus tôt. » Mademoiselle Marple ne dit rien, inclinant simplement la tête. « J'ai trouvé une des vieilles lettres du Langley Trust, environ une semaine avant la fête. Elle était au fond du tiroir des archives, derrière la porte de la sacristie. Je ne voulais pas la cacher. Je ne savais simplement pas ce qu'elle signifiait. Les roses étaient en pleine floraison ce dimanche après-midi, leur parfum enivrant se mêlant au tintement des tasses de thé et au rare bruit de bouchons du vin de sureau maison du curé. Le jardin du presbytère, avec ses taillés et son cadran solaire parsemé de lichens, accueillait la fête annuelle au profit du toit de l'église. On y trouvait des génoises saupoudrées de sucre, des enfants qui couraient partout, les doigts collants, et une petite fanfare jouait une interprétation bancale de Greensleeve. Tout était comme il se doit dans le village de Saint-Mildred, idyllique, paisible et imprégné de juste ce qu'il fallait de ragots pour entretenir l'intérêt des après-midi. Miss Jane Marple, soyeusement gantée et perchée à l'ombre d'un parasol blanc, sirotait son thé avec une précision maîtrisée. Ses yeux, d'un bleu doux et d'un flou trompeur, en capturent bien plus qu'il n'y paraît. De son poste d'observation près de la table à tréteaux, elle observait les petits drames qui se déroulaient. Le major boudait après avoir été battu à la tombola par le jeune Timothy Nash. Madame Weatherby chuchotait sèchement à sa fille à propos de la longueur des jupes, et le révérend Clément tentait vaillamment d'esquiver la veuve Madame Withers, qui lui avait apporté un gâteau aux fruits étrangement moelleux emballé dans du cellophane. Tout cela était terriblement divertissant jusqu'au cri. Il provenait de derrière la remise à outils du presbytère, recouverte de lierre, stridente et immédiate, faisant taire même le tuba capricieux de la fanfare. Les têtes se tournèrent. Les tasses de thé furent déposées à la hâte. Le vicaire, Dieu le bénisse, laissa tomber un scone et courut vers le bruit, sa soutane battant derrière lui comme une chauve-souris effrayée. Miss Marple se leva lentement, reposant sa tasse de thé sur sa soucoupe avec précaution. « J'espère vraiment que personne n'a fait d'histoire à cause d'un nid de guêpes, murmura-t-elle à l'oreille de personne, même si ses lèvres étaient pincées par une autre forme d'impatience. Elle ajusta son chapeau de paille, orné d'un élégant arrangement de violettes cousues sur le bord, et se dirigea lentement vers la foule rassemblée. Lorsqu'elle arriva au fond du hangar, plusieurs villageois furent regroupés en demi-cercle, bloquant la vue. Un murmure de stupeur les parcourut. Le jeune curé, pâle et visiblement secoué, se tenait à quelques pas en arrière, murmurant des prières silencieuses. Là, sur l'herbe, visiblement mort, gisait M. Oswald Crampton, éditeur à la retraite, récemment arrivé à Saint-Mildred et connu pour son caractère irascible et son mépris des coutumes du village. Un filet de sang coulait dessous sa tempe, noircissant le col de sa veste en lin. Une main était tendue, paume vers le haut, les doigts tachés d'encre et recroquevillés. « Mon Dieu !» murmura Madame Weatherby en serrant ses perles. « Il a été assassiné. »
Miss Marple baissa les yeux vers le corps sans vie, puis, un bref instant, laissa son regard se poser sur les doigts, l'encre et le contour flou d'un morceau de papier déchiré flottant au vent près de ses chaussures. Elle ne dit rien. Pas encore. Elle se tourna plutôt vers la servante tremblante qui avait découvert le corps. « Cher enfant, dit-elle doucement, tu ferais mieux de t'asseoir. J'imagine que ce genre de choses peut être un choc. » Puis, avec le plus grand calme, Miss Marple se mit à observer. Saint Mildredes s'était toujours enorgueilli d'être le genre de village où les désagréments ne se prolongeaient jamais. Les ragots, bien sûr, étaient monnaie courante, comme la marmelade ou la pluie, mais les véritables scandales étaient rares et la mort, lorsqu'elle survenait, le faisait poliment et de cause naturelle. C'est pourquoi le meurtre de M. Oswald Crampton frappa la communauté comme un coup de tonnerre. Ce n'était pas seulement choquant, c'était indécent, perturbateur et totalement démodé. Lorsque le gendarme local arriva, un jeune homme au visage rose nommé P.C. Nigrivalf, le village avait déjà pris sa décision sur ce qui s'était passé. Les théories bouillonnaient comme des vapeurs d'eau dans tous les recoins de la pelouse du presbytère, toutes plus convaincantes les unes que les autres. Les Génoises étaient oubliées, la tombola abandonnée. Même la fanfare s'était retirée vers la tente à cidre, instrument à la main et sourcils froncés de curiosité. « J'ai entendu dire que c'était du poison », déclara Madame Withers en s'inventant furieusement avec un bulletin paroissial. Il était tellement pâle. « C'est un signe certain. »« Absurde, » dit le major Haddock, les joues rouges et tirant sur une pipe qu'il n'avait pas allumée depuis des années. Un traumatisme contondant. Je l'ai deviné à la position du corps. Le cou tordu. J'ai vu ça une fois à Rangoon, vous savez. Eh bien, j'ai entendu dire qu'il devait de l'argent, murmura Miss Larch, l'institutrice à la retraite. Des joueurs, dont beaucoup travaillaient dans l'édition. Ça ne m'étonnerait pas qu'il s'agisse du peuple londonien. Ces types-là n'hésitent pas, surtout quand il est question de dette. Au milieu de toute cette clameur, Miss Marple s'assit de nouveau à sa petite table sous le parasol, son thé maintenant froid, observant calmement le tourbillon de spéculation avec la même tendresse détachée qu'elle réservait aux nuages d'orage au-dessus du terrain de cricket. Elle écoutait non seulement ce qui se disait, mais comment c'était dit et par qui. Ce n'était pas le contenu des ragots qui l'intéressait le plus, mais le ton, qui était trop enthousiaste, qui présentait trop, qui ne disait rien du tout. Elle était particulièrement attentive à la jeune Judith Crampton, la nièce d'Oswald, assise sur un banc en bois juste à l'écart de la foule, le dos raide, les yeux cachés par des lunettes noires. Judith avait emménagé au village avec son oncle 6 mois seulement auparavant et était restée plutôt discrète depuis. Une jeune fille tranquille, d'une trentaine d'années, à l'élégance désuète. Certains au village s'étaient demandé à voix haute pourquoi elle restait avec un homme comme Oswald Crampton, qui semblait considérer les interactions humaines comme un inconvénient plutôt qu'un plaisir. « Pauvre petite », dit doucement Miss Marple, sans s'adresser à personne en particulier. Ce sont souvent ceux qui restent qui souffrent le plus, même lorsque le défunt n'était pas très bienveillant. À ce moment-là, l'inspecteur Cray arrive du chef-lieu de Marquette Coudlow, un homme grand et impassible, à la moustache taillée et à l'air légèrement irrité, comme si le crime lui-même était un affront personnel à son monde bien ordonné. Il s'entretint brièvement avec l'agent Grieve, puis observe les villageois rassemblés, les yeux plissés. « Mesdames et messieurs, lança-t-il en levant la main, je dois vous demander de vous disperser. Ceci est désormais une scène de crime officiel. Nous procéderons aux interrogatoires en temps voulu. Pour l'instant, je vous serai reconnaissant de bien vouloir rentrer chez vous. » Un bruissement général de déception résonna. Personne ne voulait partir, mais on ne désobéissait pas à un inspecteur aux chaussures aussi cirées. Lentement, la foule se raréfia. Le vicaire, l'air hagard et profondément désolé, comme s'il avait personnellement invité le meurtrier, offrit ce qui restait de vin de sureau aux agents. Madame Withers tente de faire pression sur l'inspecteur Cray pour son gâteau aux fruits, qui décline avec une admirable retenue. Miss Marple, naturellement, ne fait aucun geste pour partir. Elle savait qu'il valait mieux ne pas s'offrir.
Les bonnes personnes viendraient à elle quand elles auraient besoin de raison et non de spectacle. Au lieu de cela, elle s'approcha du vicaire qui fixait d'un air misérable l'herbe noircie par le sang près du hangar. « Quelle journée terrible, révérend, dit-elle doucement. Il hocha la tête à voix basse. Je n'arrive pas à croire que cela soit arrivé ici. Oswald n'était peut-être pas apprécié, mais un meurtre? Dans mon jardin? Chaque jardin a ses serpents, répondit gentiment mademoiselle Marple. Certains, j'en ai peur, savent ramper très discrètement. Le vicaire esquissa un sourire hésitant, puis s'excusa pour aller parler à l'inspecteur. Miss Marple le regarda partir, l'air indéchiffrable. Non loin de là, Judith Crampton n'avait toujours pas bougé. Un homme grand, aux cheveux blonds roux et portant des lunettes, M. Gilles Wickham, le notaire du village, lui parlait. Sa voix était basse, sa main posée sur son épaule. Miss Marple remarqua le léger tressaillement de Judith à ce contact. Curious. Pas la réaction qu'on attendrait de quelqu'un à qui l'on offre du réconfort. Gilles Wickham était célibataire, connu pour son écriture soignée et sa présence silencieuse au fond de l'église le dimanche. Oswald Crampton et lui avaient été vus ensemble à plusieurs reprises depuis l'arrivée de ce dernier. Des disputes juridiques, murmurait-on. Une affaire de propriété. Le regard de Miss Marple se porta de nouveau, cette fois vers l'autre bout du jardin où le jardinier des Crampton, Alfie Brown, fumait une cigarette et fixait le cabanon d'un air maussade. Alfie était connu pour sa nature calme et ses mains habiles. Un homme peu bavard et peu souriant. Mais même de là où elle se tenait, Miss Marple remarqua la façon dont il serrait les dents en observant la scène. Le jardinier savait quelque chose, ou craignait quelque chose. Alors que le soleil disparaissait derrière un épais rideau de nuages, projetant une teinte grise sur la pelouse du presbytère, les villageois commencèrent à rentrer chez eux. La fête s'était terminée non pas par le joyeux tintement d'une cloche de tombola, mais par le silence pesant de la mort. À l'intérieur du presbytère, Judith était maintenant escortée par l'inspecteur. Elle marchait lentement, chaque pas mesuré, le visage indéchiffrable. Miss Marple resta quelques instants de plus, le regard fixé sur l'endroit où M. Crampton était tombé. L'encre sur ses doigts avait déjà commencé à sécher. Elle se souvient distinctement de taches noires qui maculaient sa peau selon un motif presque délibéré. L'encre était une chose curieuse. Elle s'accrochait aussi bien à la vérité qu'à la fiction. Et au cours de sa longue vie, Miss Marple avait appris que partout où l'encre coulait, les secrets n'étaient pas loin. Après un dernier regard vers le jardin qui s'assombrissait, elle fit demi-tour et rentra chez elle. Il y avait matière à réfléchir. Ce n'est que le lendemain matin que l'inspecteur Cray commence sérieusement ses interrogatoires. Le village de Saint-Mildred, toujours propre et convenable, avait repris ses habitudes avec une normalité tendue, même si des rumeurs de meurtre se faufilaient dans chaque et voletaient à travers les rideaux de dentelle. Les enfants allaient à l'école plus silencieusement que d'habitude. À l'épicerie, Miss Petwell, la caissière, oublia de peser un sac de pommes de terre et dut se le faire rappeler à 2 reprises. Et à l'église, le comité d'époussetage des bancs s'arrêtait toutes les quelques minutes pour discuter des événements choquants sur un ton confidentiel qui résonnait dans toute la nef. Miss Marple avait passé le début de la journée à vaquer à ce que la plupart croyaient être des occupations ordinaires. Égrener des roses fanées, plier des serviettes en lin, prendre le thé dans son salon. Mais sous le rythme monotone de ses activités, son esprit était éveillé par l'observation. La nature humaine, avait-elle toujours dit, était remarquablement constante. Il suffit de savoir ou regarder. Elle avait déjà réfléchi au peu que l'on savait sur feu M. Crampton. Arrivé de Londres à Saint-Mildredès, il s'était retiré du monde de l'édition sous un vague voile de scandale. Il avait acheté le vieux Bexley Cottage, robuste mais nécessitant des réparations, et s'y était installé chez sa nièce Judith, que les villageois décrivaient comme plutôt gentille, mais terriblement distante. M. Crampton restait discret, se rendant souvent seul à la poste,
passant de longues heures dans son bureau et rédigeant ce que la rumeur disait être des mémoires ou une réfutation juridique, selon les interlocuteurs. Il était connu pour s'être disputé avec au moins 3 personnes le mois dernier. Alfie Brown, le jardinier, qui aurait été absent pendant 3 jours avant de revenir sans explication. Giles Wickham, l'avocat, qu'on avait vu quitter la maison de Crampton l'air décidément pâle, et le vicaire lui-même, bien qu'aucun des deux n'en ait jamais parlé. On pouvait difficilement monter un dossier sur des soupçons aussi ténus, bien sûr. Mais Miss Marple savait que les soupçons n'étaient pas toujours aussi vains qu'il y paraissait. Plus tard dans la matinée, alors qu'elle sirotait une 2e tasse de Darjeeling dans son salon, Miss Marple reçoit un visiteur. C'était l'inspecteur Cray. « Miss Marple, dit-il, debout, raide dans son couloir bien rangé, j'ai pensé qu'il valait mieux que je vous parle. Vous étiez présente à la garden party hier, et donc un témoin potentiel. » Miss Marple hocha la tête aimablement et lui fit signe d'entrer dans le salon, toujours baigné d'une douce lumière et d'un léger parfum de cire à la lavande. « Bien sûr, inspecteur. Veuillez vous asseoir. Voulez-vous du thé? »« Non, merci, » dit-il en jetant un coup d'œil au fauteuil en chintz avant de s'asseoir sur le bord, comme s'il craignait d'être englouti. « Je suppose, » dit-elle doucement, « que vous essayez de déterminer si M. Crampton avait des ennemis. » Il cligna des yeux. « Oui, tout à fait. C'est justement ce que nous faisons. Cependant, d'après ce que j'ai compris, il n'était pas particulièrement sympathique. »« Non, » dit mademoiselle Maple, « je suppose que non. Mais ne pas aimer quelqu'un n'est pas, en soi, un mobile de meurtre. Si c'était le cas, il ne resterait presque plus de mari au village. » L'inspecteur eut un sourire pincé. « Avez-vous vu quelque chose d'anormal avant l'incident? » demanda-t-il. Mademoiselle Marple prit un moment pour réfléchir. « Pas de bagarre soudaine ni de cris, si c'est ce que vous voulez dire. Mais j'ai remarqué un comportement étrange, après. Comme enfin, Alfie Brown, par exemple. Il était inhabituellement agité. Pas comme lui. C'est un homme calme, certes, mais il a généralement les nerfs à vif. Et Giles Wickham, réconfortant mademoiselle Crampton, c'était peut-être un gentleman, mais j'ai trouvé sa réaction plutôt raide, presque effrayée. Intéressant, dit Cray en écrivant quelque chose. A-t-elle semblé choquée par la mort de son oncle? Oui, oui, mais pas dévastée, ni implers ni inconsolable. Même si, bien sûr, le deuil prend de nombreuses formes. Cray hocha la tête. Je l'ai interviewée ce matin. Elle a dit qu'elle était dans la cuisine en train de préparer une compote de rhubarbe lorsqu'elle a entendu le cri. Elle affirme qu'elle ne savait même pas que son oncle avait quitté la maison. La cuisine a-t-elle vue sur le jardin? Non, elle donne sur l'avant. Une fenêtre étroite. Pas de ligne de vue dégagée. Je vois, dit mademoiselle Marple. Et le hangar? Cray tapota son carnet. Nous avons trouvé un flacon d'encre cassé à proximité, des bouts de papier et un petit coupe-papier en laiton gravé de ses initiales. Aucune empreinte digitale, sauf celle de la victime. Mais le coup à la tête ne correspondait pas à cette arme. Pas de sang non plus. Alors, soit ce n'était pas l'arme du crime, soit elle avait été effacée. Elle croisa les mains. Et le papier? Rien de lisible, juste un coin déchiré. Indéchiffrable. Probablement un extrait de lettre ou de mot. Miss Marple ne fit aucun commentaire, mais son esprit s'attarda sur les détails. Du papier déchiré, de l'encre séchée, et un homme connu pour écrire des choses qu'il n'a jamais tout à fait terminées. « Dites-moi, inspecteur, dit-elle après une pause, croyez-vous qu'il s'agissait d'un crime passionnel, ou d'autre chose? Je garde l'esprit ouvert, dit-il en se levant. Mais nous le saurons. Nous le saurons toujours. » Miss Marple sourit sereinement. « J'en suis sûr. Mais je trouve que comprendre les gens est souvent plus utile que comprendre les indices. » Cet après-midi-là, le village resta silencieux, comme s'il retenait son souffle. L'inspecteur Cray mena plusieurs autres entretiens. Madame Weatherby, le major Haydock, mademoiselle Largon, qui apportèrent des informations utiles. Les villageois avaient des opinions, certes, mais peu de substance. Pendant ce temps, Miss Marple fait une petite promenade,
s'arrêtant à l'épicerie, puis à la bibliothèque. Sur le chemin du retour, elle passe devant Bexley Cottage. Les fenêtres étaient fermées, les rideaux tirés. Mais elle remarqua quelque chose, le jardin latéral avait été partiellement désherbé, le travail à moitié fait. Elle le nota. Alfie Brown est connue pour sa minutie. De retour chez elle, elle s'installa dans son fauteuil et sortit un petit carnet d'un tiroir. À l'intérieur, des noms. Encerclés, soulignés et légèrement annotés. Elle ajouta une ligne sous le nom de Giles Wickham. Pourquoi était-il venu 3 jours plus tôt? Le soleil disparaissait sous les toits, projetant de longues ombres sur le chemin. Et pourtant, le village bourdonnait d'inquiétude. Quelqu'un, pensa Miss Marple, avait décidé que M. Crampton représentait une menace trop grande pour être laissé en vie. La main tachée d'encre, le papier manquant, les réactions creuses, rien de tout cela n'indiquait un crime impulsif. C'était tout autre chose. Et tôt ou tard, quelqu'un allait trébucher. 2 jours après le meurtre lors de la garden party du presbytère, l'inspecteur Cray fit son premier geste public. À ce moment-là, le choc s'était transformé en spéculation, et les spéculations s'étaient musées en certitude, du moins dans l'esprit des villageois. Le fait que l'inspecteur Cray ait choisi de convoquer Alfie Brown, le jardinier, au commissariat de Market Kudlow envoyait un signal clair à tous. L'enquête avait trouvé son premier suspect. Mademoiselle Larche déclarait que c'était inévitable. Il a toujours été un drôle d'individu, cet Alfie. Trop discret, de loin. Je ne lui avais jamais confié mes pétunias. Le major Haddock, avec son manque de subtilité habituel, déclara au bureau de poste que ce type avait l'air de quelqu'un capable de briser le crâne d'un homme sans sourciller. Même Madame Withers, qui se targuait d'être ouverte d'esprit, murmura à sa voisine. Eh bien, il avait un caractère bien trempé. Mon cousin l'avait vu crier sur M. Crampton le mois dernier par-dessus une haie, rien de moins. Peu importait qu'elle ait travaillé pour les Crampton pendant 6 mois sans incident, ou qu'elle ait repris le travail quelques jours seulement après sa prétendue dispute. Le village avait pris sa décision. Alfie était le genre d'individu qui, dans la fiction et par peur, commettait des meurtres. Miss Marple, cependant, n'était pas convaincue. Elle connaissait Alfie Brown depuis des années. Il l'avait un jour aidé à transporter une branche tombée de son allée de jardin et avait refusé de la payer avec un sourire timide. Ces silences n'étaient pas furtifs, mais suggéraient un homme ayant grandi avec trop de bavards et pas assez d'auditeurs. Il était appliqué, constant, et surtout, pas stupide. Tuer quelqu'un lors d'une garden party bondée derrière le hangar, où il rangeait ses outils, ne semblait pas à Miss Marple un choix plausible pour un tel homme. Néanmoins, elle n'avait aucune intention d'écarter complètement cette possibilité. Même les hommes calmes pouvaient être provoqués. Cet après-midi-là, alors que la pluie frappe légèrement ses fenêtres, Miss Marple reçoit la visite du révérend Clément. Il paraissait las, son parapluie ruisselant doucement dans l'entrée, son col légèrement de travers. Une main tachée d'encre, un message cash, et un mensonge qui s'est répandu comme de l'encre renversée. Bienvenue à Vérités Obscures, je suis votre hôte Louis. Dites-moi dans les commentaires d'où vous écoutez. Cela me fait toujours chaud au cœur d'avoir des nouvelles de chacun d'entre vous. Découvrons la vérité. Et avec tout le reste, vous ne l'avez pas donnée à M. Crampton? Je ne voulais pas. Je craignais qu'il ne la déforme. Mais quelqu'un avait dû lui dire qu'elle existait. Il devient obsédé. Les yeux de Mademoiselle Marple se posèrent doucement sur lui. Est-ce vous qui l'avez dit à Judith? Il cligna des yeux. Non. Je pensais qu'elle n'en savait rien. Mais quelqu'un, si. En partant, Mademoiselle Marple retourna à son bureau et ouvrit le tiroir contenant les pages récupérées. Là, enfouie dans ses notes griffonnées, elle découvrit quelque chose qu'elle n'avait pas remarqué auparavant. Une petite tache à peine visible en marge de la dernière page. Du rouge à lèvres. Un mauve discret, porté par une seule femme du village. La dernière pièce commençait à émerger. Mais pour y voir clair, elle devait non seulement déterminer qui avait accès au secret, mais aussi qui avait le plus à perdre s'ils étaient un jour révélés.
Le lendemain matin, l'aube était claire et fraîche, l'air pur, si pur que les toits de St. Mildred luisaient comme sortis d'un tableau. C'était le genre de journée où rien ne devrait sembler déplacé, où les meurtres avaient leur place dans la fiction et où les ragots restaient confortablement superficiels. Pourtant, sous cette sérénité, un second courant commençait à s'agiter. Miss Marple, tricotant sur son porche, le sentit comme un changement de vent. Le premier rebondissement survient par un coup violent frappé au presbytère. Pas un coup poli, ni le cliquetis discret de la boîte aux lettres, mais un coup précipité et désespéré qui résonna de l'autre côté de la rue. Miss Marple posa son tricot et se leva. Quelque chose clochait. En quelques minutes, la nouvelle s'était répandue comme une traînée de poudre. Judith Crampton avait disparu. Le révérend Clément avait été le premier à s'en apercevoir, passé à Bexley Cottage pour livrer un ragoût de la part de la Guilde des femmes. La maison n'était pas fermée à clé, la bouilloire encore chaude, et le sac à main de Judith avec son manteau avait disparu. Pas de mots, pas d'explication. Les villageois réagirent avec une excitation alarmée. Elle s'est enfuie, marmonna le major-doc depuis son poste au monument aux morts. La culpabilité fera ça. Ou la peur, corrigea Madame Weatherby en serrant fort son chien. La pauvre fille. Peut-être était-elle la prochaine. L'inspecteur Cray ne tarda pas à apparaître, convoqué une fois de plus par Marquette Coudleau, l'air tendu et impassible. Elle est partie de son plein gré, déclara-t-il fermement après avoir inspecté la maison. Aucune trace d'effraction. Aucune lutte. Nous nous renseignons auprès de la gare et des stations de taxi voisines. Mais Miss Marple a vu plus que ce qui manquait. Elle a vu ce qui avait été laissé derrière. Les bottes de Judith étaient encore à côté du porte-parapluie, de solides chaussures de marche marron qu'elle portait souvent. Son parapluie, un objet à manches écossais, était inutilisé près de la porte. Et le cottage lui-même ne portait aucune trace d'évasion précipitée, pas d'effets personnels éparpillés, pas de tiroirs renversés. La seule chose vraiment déplacée était le tabouret de piano du salon, bizarrement incliné, comme si quelqu'un s'y était assis brièvement avant de partir brusquement. Miss Marple examine le piano. Il était bien astiqué, mais rarement joué. Elle a soulevé le couvercle et n'a trouvé que de la poussière sur les touches. Mais lorsqu'elle a soulevé le siège à charnière du tabouret, elle a découvert un mince volume enveloppé de papier Kraft. C'était un manuscrit. Pas celui d'Oswald Crampton, mais quelque chose de plus ancien. Manuscrit. Au premier coup d'œil, c'était clairement légal, avec des phrases comme « distribué conformément aux bienfaiteurs initiaux et en foi de croix », griffonnées à l'encre délavée. Elle tourna la dernière page. Elle portait une signature, Élisa Langlais, 1848. Judith l'avait donc trouvé. Au reçu. Peut-être d'Oswald lui-même. Peut-être, quelqu'un l'avait découvert. Miss Marple emporta le volume directement dans son salon, le plaça soigneusement à côté des pages récupérées écrites par Oswald et commença à comparer les détails. Le lien entre le Langlais Trust et les récentes recherches d'Oswald était désormais indiscutable. Elle était désormais certaine que ces écrits n'étaient pas de simples souvenirs littéraires, mais une dénonciation minutieusement construite de détournement de fonds de corruption, de détournement de fonds caritatifs et de noms associés à des actes qui n'y avaient pas leur place. Et ces noms étaient la clé. L'un d'eux, en particulier, ressortait gravé à la fois dans la dernière lettre d'Élisa Langlais et dans les notes d'Oswald. George Wickham, le grand-père de Giles Wickham. Miss Marple fixa longuement ce nom. Ce nom, lié à des propriétés foncières et à des documents commodément perdus au fil des ans, plaçait désormais Giles lui-même dans une position inconfortable. Toute divulgation publique des découvertes d'Oswald soulèverait des questions, juridiques et autres, quant à la légitimité de la famille Wickham à posséder de vastes étendues de terre entourant St. Mildred. Était-ce suffisant pour tuer? Peut-être. Mais la disparition de Judith compliquerait les choses. Si elle s'était enfuie, c'était peut-être par peur. Si elle avait été attirée loin, ou pire cela pourrait signifier que la tueuse croyait détenir quelque chose de incriminant, et qu'elle pourrait s'en servir. Ce soir-là,
Le village bourdonnait à nouveau de théories. Elle est probablement à mi-chemin de Londres, dit Madame Withers en reniflant. Elle prend le train de minuit pour disparaître comme une de ces héroïnes de romans policiers. Mademoiselle Larche rétorqua. Ou peut-être se cache-t-elle simplement dans les bois, la pauvre. Elle n'aimait pas attirer l'attention. Mais Mademoiselle Marple savait qu'il valait mieux ne pas se fier à l'imagination des autres. Elle avait besoin de preuves. Elles arrivèrent à l'improviste, non pas par la poste, mais dans la main gantée de Lucy Pewell, la fille adolescente de l'épicier, qui arriva au portail de Miss Marple, essoufflée et les yeux brillants. « Je ne savais pas à qui d'autre le dire, » dit-elle précipitamment. « Mais j'ai vu quelque chose ce matin. Derrière la vieille cabane du jardinier, vous savez, après la route du moulin. On aurait dit que quelqu'un avait dormi là. Une couverture, des trognons de pommes, une boîte de sardines. » Les sourcils de Miss Marple se haussèrent légèrement. « Avez-vous vu quelqu'un » Lucy secoua la tête. « Non, mais il y avait autre chose. J. le Ramasai. » Elle ouvrit son cartable et tendit à Miss Marple un bout de papier, déchiré au bord. L'encre était tachée, mais deux mots restaient visibles, pas Gilles. Les doigts de Miss Marple se crispèrent sur le papier. Elle se leva aussitôt et, sans même prendre le temps de récupérer son cardigan, se dirigea vers le vieux chemin derrière le chemin du moulin. Le sol était moelleux sous ses pieds, et l'odeur des ronces de fin d'été emplissait l'air. Elle trouva le hangar exactement là où Lucy l'avait décrit, oublié, légèrement enfoncé dans la terre, et entouré d'orties. Et là, recroquevillée sous une couverture usée, pâle et clignotant dans la pénombre, se tenait Judith Crampton. Miss Marple Assaginwilla Lentamet. Ma chère, dit-elle, non sans gentillesse, vous avez fait une sacrée frayeur au village. Judith se redressa, serrant la couverture. Je ne savais pas où aller d'autre. Vous a-t-on menacé? Non, pas exactement, dit-elle. Mais j'ai entendu Gilles se disputer avec quelqu'un devant le cottage il y a 2 nuits. À propos des papiers. De les cacher. Il a dit qu'il ne pouvait plus sortir. J'ai paniqué. Je ne savais plus à qui me fier. Miss Marple hocha lentement la tête. Mais ce mot, pas Gilles, vous l'avez laissé? Judith de Glodit. Oui, je pensais que c'était lui. Mais soudain, je me suis souvenu de quelque chose. Il avait dit à l'oncle Oswald qu'il était le seul à avoir accès à ses archives. Mais ce n'était pas le cas. Il y avait quelqu'un d'autre. Qui? Judith ouvrit les lèvres. Avant qu'elle puisse parler, des pas bruissaient à proximité. Miss Marple se retourna brusquement, tous ses sens en alerte. Mais ce n'était pas le danger qui approchait. C'était l'inspecteur Cray, flanqué de 2 agents. « Miss Marple, dit-il, nous avons reçu des nouvelles de Lucy et Well. Nous pensions trouver quelqu'un ici. Elle est saine et sauve, dit Miss Marple fermement. Mais elle a quelque chose à dire. » Tandis que Judith se tenait là, tremblante mais sereine, Miss Marple tourna à nouveau son regard vers les ombres silencieuses sous les arbres. Le tueur avait presque réussi. Mais la donne changeait. Miss Marple venait à peine de commencer à préparer le terrain. Lorsque Judith Crampton fut ramenée saine et sauve au village, le soleil était bas dans le ciel, projetant une lumière dorée à travers les haies et dessinant de longues ombres sur la verdure. La nouvelle de sa réapparition se répandit à 5 Mildred plus vite qu'une annonce officielle. Lucy Pewell, fière d'avoir participé à la découverte, en avait déjà parlé à la moitié de la rue principale avant l'heure du dîner. Judith, pâle et tirée, mais sereine, fut emmenée au presbytère pour se reposer. Le révérend Clément, toujours bienveillant, avait préparé la chambre d'amis et préparé une théière de sa fameuse tisane à la camomille amère. Les agents, convaincus qu'aucun crime n'avait été commis lors de sa disparition, la laissèrent sous la surveillance du vicaire, avec pour consigne de rester disponible pour interrogatoire. Mais Miss Marple n'avait aucune intention de s'en remettre à la procédure. Elle avait appris, au fil de décennies de déductions silencieuses, que la justice ne se déroulerait pas toujours au tribunal. Parfois, c'était une question de conversation. Des mots justes, adressés à la bonne personne, au moment opportun. Et maintenant,
Elle croyait que le moment était venu. Ce soir-là, elle invita Giles Wickham à prendre le thé. Il accepta l'invitation avec la légère hésitation d'un homme qui pressentait devoir décliner, mais qui manquait d'excuses polies. À son arrivée, il paraissait fatigué. Son costume, habituellement impeccable, était froissé au col, et sa serviette serrée plus fort que d'habitude dans sa main gauche. Miss Marple le reçut chaleureusement et le conduisit dans son salon où la table était dressée avec des scones, de la confiture de fraises et une théière en argent, modeste mais élégante. Du lait et du sucre, Monsieur Wickham demanda-t-elle, comme si c'était l'après-midi le plus ordinaire du monde. Juste du lait. Merci, répondit-il en s'installant dans le fauteuil en face du sien. Ils échangèrent un instant des banalités, de la météo, des travaux de réfection de la route et de l'état déplorable des rosiers de la paroisse. Mais Miss Marple, sous son air avenant, l'observait attentivement. Ses doigts tapotent distraitement son genou. Son regard se posait fréquemment sur la cheminée, puis s'y rapportait. Finalement, elle reposa sa tasse de thé avec un léger tintement et dit, très calmement, « J'ai reçu la visite de Judith ce matin. Elle se souvient de certaines choses. » Très clairement maintenant. Ils s'effigèrent. « Oh oui, poursuivit-elle d'un ton doux et conversationnel. Elle se souvenait de la conversation que vous aviez eue avec M. Crampton la semaine précédant sa mort, et de la lettre qu'elle avait vue, celle concernant le Langley Trust. Et surtout, elle se souvenait de qui d'autre était venu à la maison cette semaine-là. Quelqu'un qui n'avait pas d'affaires officielles, pas de rendez-vous, mais qui était resté près d'une heure. » Giles changea de position. Judith a été soumise à une pression énorme. Ses souvenirs ne sont peut-être pas fiables. C'est possible, Miss Marple en convient. Mais ce n'était pas seulement sa mémoire. J'ai retrouvé l'acte original. Celui signé par Eliza Langley. Cache sous le tabouret du piano. Elle devait se croire plus en sécurité là-bas que dans sa chambre. Il garda le silence. C'est très éclairant, dit-elle. Surtout la partie qui décrit les conditions dans lesquelles le terrain reviendrait à la fiducie publique si une mauvaise gestion ou une fraude était découverte. Il leva brusquement les yeux. « Ah, dit-elle avec un petit sourire. Voilà, je n'ai rien fait d'illégal, dit-il rapidement. Pas encore, répondit mademoiselle Marple. Mais si Oswald avait publié ses conclusions, la pression juridique sur vos biens aurait été considérable. Et aucun notaire n'aime l'examen public. Surtout quand le nom d'un grand-père apparaît sur des transferts de titres douteux. Il se pencha en avant, la voix basse et tendue. « Vous n'avez aucune preuve. »« Non, dit-elle en joignant les mains. Mais je n'ai pas besoin de preuves. J'ai seulement besoin de la vérité. Et voyez-vous, la vérité a une façon de refaire surface. Aussi profondément enfouie soit-elle. » La pièce se tut. Elle laissa le silence se prolonger. Puis, presque trop nonchalamment, ajouta-t-elle, « J'ai trouvé autre chose, vous savez, dans le manuscrit retrouvé d'Oswald. Une empreinte digitale dans la marche. Elle est faible, mais elle est là. Et une trace de rouge à lèvres. » Giles fronça les sourcils. « Ce n'était pas celle de Judith, poursuivit Miss Marple. Elle ne porte pas cette couleur. Mais Madame Weatherby, oui. Et je me suis souvenu que Madame Weatherby était venue à Bexley Cottage l'après-midi précédant la fête, soi-disant pour récupérer un chèque pour le fond du clocher. Il se raidit de nouveau. Je me demande, poursuivit Miss Marple, la voix plus douce maintenant, ce qu'elle a bien pu voir pendant qu'elle était là. Ou entendre. La chambre de Judith est juste à côté du couloir, et le bureau était ouvert ce jour-là. Un murmure insouciant, une page volante, n'importe quoi en fait. Il n'est pas nécessaire de tout comprendre pour savoir que quelque chose de dangereux est caché. Le visage de Giles était pâle maintenant, les lèvres pincées, les mains jointes sur ses genoux. Miss Marple se leva et se dirigea vers le bureau. Elle ouvrit un petit tiroir et en sortit une page pliée. « Je n'ai rien dit à l'inspecteur, dit-elle. »« Pas encore. » Elle le lui tendit. C'était une copie d'une des dernières notes d'Oswald Crampton. Une liste de noms. En haut, George Wickham. En dessous, le révérend Langley,
Thomas Withers, Conseil paroissial, 1909. Gilles fixa la page pendant de longues secondes avant de la replier en deux et de la lui rendre. « Vous êtes très intelligent, dit-il finalement. »« Non, répondit Miss Marple. Juste très observateur. » Il se leva alors, lentement, d'un geste mécanique. « À votre place, dit-elle, je récupérerai les copies des documents originaux que vous pourriez encore avoir dans votre bureau. Je les remettrai à l'inspecteur Cray. J'avouerai avoir entravé les recherches d'Oswald. Et je serai honnête sur ce qui s'est passé cet après-midi-là. » Il la regarda longuement. « Vous croyez toujours que je l'ai tué? Je crois que vous étiez désespéré, dit-elle doucement. Et je crois que vous craignez ce qui arriverait si le passé était rendu public. Mais je ne pense pas que vous ayez porté le coup. » Il fronça les sourcils. « Alors qu'il a fait? Je n'en suis pas sûr, admit-elle. Mais je crois que vous savez. Ou suspect. Il est temps que tu le dises. » Il hocha la tête, une fois, fermement. « Tu auras tes aveux, dit-il, d'une manière ou d'une autre. » Après son départ, Miss Marple retourna à sa chaise et se servit une autre tasse de thé. Sa main trembla légèrement en attrapant la pince à sucre, mais son expression resta calme. Ce n'était pas une confession, pas en termes précis, mais elle avait vu ce qu'elle avait besoin de voir. La culpabilité, le calcul, la certitude que quelque chose lui avait échappé. Il y avait encore plus à découvrir. Et quelqu'un d'intelligent et de caché était toujours là. Observant, attendant. Mais maintenant, Miss Marple a rétréci le cercle. Ce ne serait plus long, plus longtemps du tout. 2 jours passèrent. Dans le rythme tranquille du village, ces 48 heures pèsent le poids d'une saison. Le presbytère reprit sa routine quotidienne, les cloches recommencèrent à sonner modestement, et Judith Crampton se reposa, mais, hantée, demeura presque hors de vue. Les habitants, encore agités par l'énigme qui avait perturbé leur vie paisible, attendaient des réponses qui apaiseront les nerfs et apaiseront les rumeurs. L'inspecteur Cray, plus méthodique que imaginatif, avait poursuivi son enquête. Il avait accueilli les aveux coopératifs de Gilles Wickham avec une réserve bureaucratique, ne manquant pas la suggestion discrète de Miss Marple selon laquelle il valait mieux consulter les dossiers du cabinet du notaire au plus vite. Il s'avéra que les dossiers contenaient exactement ce que mademoiselle Marple avait anticipé. 3 lettres originales liées à la distribution des terres du Langley Trust, portant les signatures de fiduciaires paroissiaux décédés depuis longtemps, dont 2 entretenaient des liens suspects avec le grand-père de Gilles Wickham. Les documents étaient accablants non seulement par leurs implications historiques, mais aussi parce qu'ils suggéraient que Oswald Crampton avait mis au jour une collusion, une saisie discrète des terres et un héritage soigneusement refait pour paraître respectable. Restait cependant la question du meurtre. Gilles Wickham ne l'avait pas avoué. Il avait maintenu, avec une frustration lasse, avoir parlé à Oswald. Yeshadil s'était même disputé avec lui. Mais il ne l'avait pas tué. Et, prétendait-il, il n'avait aucune idée de qui l'avait tué. C'était une affirmation que Miss Marple trouvait à la fois vraie et incomplète. Elle passa la matinée du 9e jour depuis le meurtre à préparer quelque chose de tout à fait délibéré. Une réunion, ni formelle, ni même annoncée, mais subtilement organisée par des appels polis et des mots qui parlaient de thé, de réflexion et de l'importance de mettre fin à une affaire pénible. À 3 heures de l'après-midi, le salon du presbytère était plein. Étaient présents le révérend Clément et son épouse, assis inconfortablement près de l'âtre. Judith Crampton était assise tranquillement près de la fenêtre, les mains jointes sur les genoux. Gilles Wickham, désormais calme dans ses manières et sa tenue, se tenait les bras croisés près du buffet. Alfie Brown s'attardait dans l'embrasure de la porte, sa casquette serrée maladroitement dans ses mains. Et, perché soigneusement dans son fauteuil habituel près du plateau de thé, se trouvait Miss Marple. L'inspecteur Cray arriva le dernier, après avoir reçu un mot de Miss Marple qui disait simplement « Je crois que le moment est venu pour une dernière conversation ». Il se tenait près de la cheminée, les bras croisés, le regard alerte. Miss Marple se servit une tasse de thé, la remua une fois et regarda doucement autour d'elle.
Avant de commencer, dit-elle, je voudrais tous vous remercier d'être venus. Il n'est pas toujours facile de revisiter la douleur. Mais parfois, la revisiter est le seul moyen de la démêler. Un murmure d'assentiment poli s'éleva. Elle poursuit. Je crois que la vérité sur ce qui est arrivé à M. Oswald Crampton réside non seulement dans ce qui a été découvert, mais aussi dans ce qui a été oublié. Dans l'encre sur ses doigts, dans l'absence de son manuscrit, dans la peur qui a contraint les gens au silence. Elle se tourna légèrement sur sa chaise, les yeux rivés sur Gilles. M. Wickham a admis avoir entravé les recherches de M. Crampton. C'est grave en soi, mais je crois qu'il n'a pas commis le meurtre. Alfie Brown non plus, malgré les premiers soupçons. Judith, dit-elle d'une voix douce, tu craignais que les découvertes de ton oncle ne mettent en danger les autres. Mais pas toi. Judith hocha lentement la tête. Oui. J'avais peur, mais je ne l'ai pas tué. J'étais dans la cuisine. Je te crois, dit doucement Miss Marple. Alors qui? Demanda le révérend Clément, les sourcils froncés. Sûrement pas quelqu'un dans cette pièce. Miss Marple baissa les yeux sur sa tasse de thé, puis les releva. C'est arrivé comme ça, dit-elle. Oswald Crampton était en possession de documents accablants. Il comptait au moins les publier, suffisamment pour embarrasser plusieurs familles villageoises respectées. Gilles Wickham le met en garde. D'autres murmurèrent, doute et inquiétude. Mais la décision était prise. Elle tourna les yeux vers la femme du vicaire, Madame Clément. Tu étais à la garden party, n'est-ce pas? Madame Clément cligna des yeux. Bien sûr. J'aidais à préparer les scones. Et juste après le vacarme, on t'a vu revenir du hangar. Elle portait un plateau de tasses à thé vide, je crois. Le visage de la femme vacilla. Un pincement au coin de sa bouche. Je trouvais étrange, poursuivit Miss Marple, que quelqu'un s'éloigne d'un cri tandis que tous les autres couraient vers lui. À moins, bien sûr, qu'il ne sache ce qu'il trouverait. Vous ne pouvez pas insinuer, commença le révérend Clément, atterré. Je le suis, dit Miss Marple avec douceur mais fermeté. L'empreinte digitale en marge des notes de M. Crampton était faible, mais elle avait été conservée sous pression entre les pages. Elle correspondait au plateau de thé. Voyez-vous, Madame Clément était la seule à manipuler les deux objets. Madame Clément resta assise, parfaitement immobile. Ses mains, jointes avec élégance sur ses genoux, tressaillirent une fois. Vous aviez raison, dit Miss Marple. Pas pour tuer, peut-être, mais pour vous taire. Des années auparavant, avant votre mariage, vous étiez secrétaire du conseil paroissial. Vous étiez présent lors du dépôt des documents de l'anglais présentés lorsque les signatures furent modifiées. Judith se tourna vers elle, sous le choc. Ce n'est pas vrai, dit doucement Madame Clément, mais cela manquait de conviction. J'ai vérifié les signatures, dit Mademoiselle Marple. Votre nom de jeune fille, Helena Fairchild, figure sur une lettre datée de 1909. Vous saviez ce qui était en jeu. Même si je le savais, dit-elle amèrement, qu'est-ce que cela change maintenant? À quoi bon ressusciter des erreurs passées, scandaliser une paroisse? Mon mari l'ignorait. Il ne devait pas le savoir. Le révérend Clement resta figé. Miss Marple posa sa tasse de thé sur la soucoupe. Vous l'avez frappé, n'est-ce pas? Peut-être sans intention de tuer. Peut-être seulement pour le réduire au silence par la peur. Mais c'était suffisant. Les yeux de Madame Clément se fermèrent. J'ai pris les pages, celles qu'il avait dans sa poche. Je les ai brûlées dans le poêle du presbytère cette nuit-là. Je pensais que si elles disparaissaient, ce serait la fin. Personne ne parla un instant. Même l'inspecteur Cray resta silencieux, absorbé par l'instant. Le révérend Clément se leva lentement, se détournant du groupe. « Helena, dit-il après un silence, pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» Elle le regarda, les yeux brillants. « Parce que tu ne me pardonnerais jamais. Et je ne pouvais pas supporter ça. » Miss Marple se leva, lissant les plis de sa jupe. La vérité, une fois connue, peut parfois apporter du soulagement. Même douloureuse, dit-elle doucement. Mais le meurtre finit toujours par refaire surface. Le passé ne reste pas enfoui. L'inspecteur Cray s'avança vers Madame Clément,
sans rudesse, mais avec l'air grave du devoir. « Je vous demande de m'accompagner, dit-il. Elle hocha la tête et se leva, silencieuse et posée. Tandis qu'on la conduisait dehors, Miss Marple la regarda partir, non pas avec triomphe, mais avec une sorte de compréhension mélancolique. Elle se retourna vers la pièce. La mort de M. Crampton était tragique, certes, dit-elle. Mais en la révélant, nous avons aussi révélé la pourriture qui se cachait sous 100 ans de silence. Espérons que nous en tirerons les leçons. Dehors, la cloche de l'église sonna une fois, puis se tut. Et dans ce silence, le village se remit à respirer. Une semaine plus tard, le calme, ou du moins son cousin, revint à Saint-Mildred. L'affaire des aveux de Madame Helena Clément avait été traitée avec la plus grande délicatesse par les autorités. L'inspecteur Cray, désormais en possession de suffisamment de preuves corroborantes, d'empreintes digitales, de mobiles, d'opportunités et d'aveux, avait fait en sorte qu'elle soit placée en détention le lendemain matin. Elle s'en alla discrètement, vêtue de son manteau du dimanche et d'un foulard de soie pâle soigneusement noué sous le menton. Le village était resté sous le choc. Non pas qu'Helena Clément fût détestée, au contraire. Elle était respectée, bien élevée, voire admirée, mais parce que personne ne pouvait concilier l'image de la femme du vicaire avec l'acte de meurtre. Et pourtant, dans l'esprit de ceux qui avaient observé sa maîtrise de soi, son dévouement indéfectible à sa réputation et son sang-froid dans les moments difficiles, une compréhension s'était peu à peu installée. Elle avait été tuée non par cruauté, mais par peur. Peur de la disgrâce, d'être exposée, de la honte que son passé pourrait faire peser sur son mari, la paroisse et le petit monde qu'elle avait contribué à maintenir si longtemps. Personne n'exprima cela plus succinctement que mademoiselle Larche, l'ancienne institutrice, qui annonça autour d'une tasse de thé. La dame a craqué, c'est son truc. Ce sont toujours les plus discrètes, en fin de compte. Pourtant, sa culpabilité ne lui procurait guère de satisfaction. Pour ceux qui la connaissaient le mieux, y compris le révérend Clément, ce fut un déchirement plus qu'un scandale. Il n'avait pas beaucoup parlé les jours suivants. Le révérend s'acquitte de ses devoirs avec une dignité douce, dirigeant le service dominical d'une voix basse et posée, sans jamais faire allusion à la tragédie qui planait désormais autour du presbytère comme un fantôme. Au contraire, ses sermons avaient pris un ton plus doux, plus triste, évoquant le pardon, la faillibilité et la grâce tranquille qui émanaient de la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Judith Crampton, quant à elle, avait pris l'habitude de passer de longues heures sur la place du village, assise avec un carnet de croquis sur un banc sous le platane. On disait qu'elle ne resterait pas longtemps à Saint-Mildred. La maison de Bexley Cottage était trop chargée de souvenirs. Elle s'était renseignée sur un poste à Oxford, dans le domaine des archives. Mademoiselle Marple soupçonnait qu'elle s'en sortirait plutôt bien. Judith avait traversé cette épreuve, non pas indemne, mais aguerrie. Plus forte, peut-être, qu'elle ne l'avait jamais été. Alfie Brown reprit son travail, bien qu'avec une certaine hésitation. Pendant plusieurs jours, il resta méfiant face au regard, toujours incertain de sa place dans un village qu'il avait si vite pointé du doigt. Mais Miss Marple avait tenu à passer devant le jardin du presbytère au moment où il s'occupait des rosiers, s'arrêtant pour complimenter sa taille. « Vous les avez magnifiquement taillés, dit-elle. Beaucoup plus délicats que certains ne le croient. » Alfie avait légèrement rougi, mais un léger sourire effleura ses lèvres. « Merci, Mademoiselle Marple. Cela signifie beaucoup. » C'était un échange ordinaire, et pourtant il marquait une sorte de reconnaissance, un retour discret à la dignité. Quant à Gilles Wickham, il était resté à Saint-Mildredès, même si son rôle avait changé. Il avait démissionné de son poste de notaire du village, prétextant un congé sabbatique, et la rumeur courait qu'un jeune associé de Marquette Kudlow reprendrait le cabinet. Gilles passait plus de temps à arpenter les ruelles qu'à rédiger des testaments. Il saluait ceux qu'il croisait avec politesse, mais sans l'air d'un homme fermement maître de l'héritage du village. Mademoiselle Marple était convaincue que c'était bon pour lui. Par un après-midi clair, 15 jours plus tard, elle était de nouveau assise dans son jardin,
observant une abeille se débattre avec les pétales d'un chrysanthème à moitié éclose, lorsque l'inspecteur Cray lui rendit visite. Il arriva sans cérémonie, ôtant respectueusement son chapeau tandis qu'elle lui offrait un siège et une assiette de biscuits aux amandes. « Mademoiselle Marple, commença-t-il après une gorgée de thé, je voulais juste vous remercier encore une fois. Le département ne le dira pas officiellement, bien sûr, mais sans vos observations, cette affaire aurait pu rester sans réponse. » Elle sourit faiblement. « On fait ce qu'on peut, même si je dois dire que ce n'était pas l'énigme la plus simple. » Non, acquiesça Cray. Ce n'était pas le cas. Les documents, l'encre, les soupçons déplacés, c'était une couverture astucieuse, par certains côtés. Oui, répondit mademoiselle Marple, mais par d'autres, c'était terriblement humain. Il parut perplexe. La peur, inspecteur, c'est ce qui pousse les gens à cacher des choses. Même un meurtre est rarement motivé par la haine. Souvent, c'est la peur de la ruine, de la honte, d'être vu en face. Cray se pencha en arrière, réfléchissant à cela. Diriez-vous que justice a été rendue? Mademoiselle Marple prit un moment avant de répondre. Justice, dit-elle doucement, n'est pas toujours synonyme de punition. Mais dans ce cas précis, je crois que la vérité avait été découverte. Et c'est peut-être la justice la plus importante que nous puissions espérer. Ils restèrent assis en silence quelques instants, les seuls bruits étant le tintement de la porcelaine et le tintement lointain de la cloche de l'église. Finalement, l'inspecteur se leva, la remercia une fois de plus et reprit le chemin. Miss Marple resta assise sur sa chaise, observant un rouge-gorge sautiller au bord de la pelouse. Elle attrapa son tricot, ses aiguilles claquant doucement tandis que ses mains reprennent leur travail silencieux. D'autres énigmes surgissent, avec le temps. La vie, après tout, en était pleine. Mais pour l'instant, le village de Saint-Mildred avait retrouvé ses habitudes. Le thé à 4 heures, les ragots chez le marchand de légumes, et le changement incessant des saisons qui, rétrospectivement, donnait l'impression que même les histoires les plus sombres étaient une ombre vite passée. Alors que le soleil baissait et que le ciel prenait la teinte rosée du soir, Miss Marple s'autorisait à réfléchir non pas au crime, ni même aux coupables, mais à la résilience silencieuse de ceux qui l'avaient subi. Les secrets, elle le savait, ne restent jamais enfouis éternellement. Mais parfois, il suffit d'une main tachée d'encre pour faire éclater la vérité. Et une vieille femme, au regard perçant et au sourire tendre, la reconnut quand elle se présenta.